Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui un deuxième cours concernant la cavité thoracique, les parois, après avoir mis en place la cage thoracique, donc cet ensemble ostéo-articulaire constitué de la colonne thoracique, des 12 paires de côtes et du sternum en avant. Et bien nous allons aujourd'hui détailler l'anatomie du diaphragme ou diaphragme thoraco-abdominal. Le diaphragme est un muscle strié qui va séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. Ce muscle est le principal muscle inspirateur dont le rôle dans la mise en mouvement de l'appareil ventilatoire, l'appareil respiratoire, est tout à fait primordial. Ce muscle est un muscle qui va former une coupole qui va faire saillie dans la cavité thoracique et s'insère sur tout le pourtour inférieur de la cage thoracique et converge vers un tendon central. On parle du centre phrénique ou centre tendineux du diaphragme. Si l'on réalise une vue antérieure très schématique de la cage thoracique avec le sternum qui se place donc en avant et sur la ligne médiane, et de chaque côté, de façon extrêmement symbolique, eh bien, le pourtour de la cage thoracique, qui s'inscrit donc, comme nous l'avions décrit dans le cours de la dernière fois, dans une sorte globalement de tonneau plus large en bas qu'en haut, eh bien, le diaphragme thoraco-abdominal va donc former cette coupole qui va faire saillie au sein de la cavité thoracique. Il s'agit en réalité, on partage le diaphragme en deux coupoles, droite et gauche, et au centre de ce complexe musculaire va apparaître le centre tendineux du diaphragme. Cette représentation du diaphragme qui va donc séparer la cavité thoracique au-dessus de la cavité abdominale en dessous est visible par exemple sur une radiographie du thorax, et sur le plan topographique viendra au-dessus du diaphragme se placer la région centrale du thorax que l'on appelle le médiastin, comprenant en particulier la masse cardiaque et les gros éléments vasculaires de la base du cœur. Et de chaque côté viendront se placer les gouttières pleuropulmonaires dans lesquelles vont se placer les poumons. Sous la coupole, sous le diaphragme, vont se placer des éléments de la cavité abdominale qui vous ont déjà été enseignés au premier semestre, avec en particulier essentiellement à droite et débordant vers la région épigastrique et à gauche le foie, et à gauche, sous la coupole diaphragmatique gauche, l'estomac, et dans la partie postérieure de l'hypocondre gauche, la rate qui est très postérieure et latéralisée du côté gauche. Si l'on représente maintenant le diaphragme non plus sur une vue de mise en place antéro-postérieure, mais latérale droite, eh bien on pourra le placer par rapport à la colonne vertébrale thoracique que nous segmentons avec des éléments vertébraux remarquables, TH2, deuxième vertèbre thoracique, ici, TH5, cinquième vertèbre thoracique, que nous marquons ici par cette croix, et la 10e vertèbre thoracique qui se place ici en arrière. Vers l'avant, au niveau TH2 se place l'incisure jugulaire du sternum. Au niveau TH5 va se placer l'angle de l'ouïe, c'est-à-dire l'articulation entre le manubrium et le corps du sternum. Et en TH10, l'articulation xypho-sternale. Le sternum sera représenté ici schématiquement sous la forme d'une coupe sagittale. Eh bien, le diaphragme thoraco-abdominal va donc ainsi apparaître, cloisonnant donc le thorax
et le séparant de la cavité abdominale avec une partie musculaire périphérique et toujours le centre phrénique situé à la partie centrale de ce muscle. On peut voir sur cette représentation schématique en vue latérale, avec donc la cavité thoracique au-dessus et la cavité abdominale en dessous, que cette coupole que forme le diaphragme va être constituée d'une partie antérieure qui apparaît plus horizontale et d'une partie postérieure qui apparaît très verticale, venant même cloisonner un espace entre la partie inférieure de la colonne thoracique et la partie postérieure du diaphragme, espace inframédiastinal postérieur, dans lequel se placera notamment la partie terminale de l'aorte thoracique descendante, avant que celle-ci ne devienne aorte abdominale. Cette configuration vous explique la raison pour laquelle les choix de représentation du diaphragme vont être faits. En effet, pour représenter ce muscle dans son ensemble, nous avons l'habitude de représenter une vue supérieure qui se construit en réalisant une section horizontale du thorax, en évidant totalement le contenu thoracique et en regardant le diaphragme par au-dessus. Cela permet de définir le centre phrénique et de définir les différentes portions du diaphragme qui tiennent leur nom des éléments de la cage thoracique sur lesquels le muscle diaphragme s'insère. Partie sternale en avant, partie costale latéralement et partie lombaire, vertébrale, en arrière. En revanche, si l'on veut étudier plus précisément la morphologie de la partie postérieure, de la partie lombaire du diaphragme, il convient de réaliser une vue antérieure, vue que l'on fait à partir de la cavité abdominale en retirant les éléments de la partie supramésocolique de l'abdomen. Cette vue antérieure permettra donc de définir l'hiatus aortique du diaphragme et les piliers qui définissent l'insertion postérieure rachidienne de ce muscle. Alors, sur une vue supérieure, orientée ventralement et du côté droit, nous allons mettre en place de façon générale ce muscle diaphragme thoraco-abdominal en définissant ses différentes portions. Pour définir ces éléments, nous plaçons en arrière la section ici d'une vertèbre et au-delà de la vertèbre, nous allons intéresser ici la paroi thoracique qui va donc apparaître avec ici une section de côte dont vous reconnaissez la tête qui s'articule avec le corps vertébral, le corps, le tubercule costal et la partie initiale du corps. Puis nous allons latéralement faire apparaître des sections de côte qui apparaissent coupées de manière transversale compte tenu de l'orientation oblique vers le bas et vers l'avant que forment les côtes, CF, court de la dernière fois. Vers l'avant va apparaître ici le corps du sternum sur lequel on va voir venir s'insérer ici de chaque côté un cartilage costal. En arrière, on va pouvoir placer pour mémoire ici un arc neural, une partie postérieure d'arc neural correspondant à un élément de la vertèbre située au-dessus de la vertèbre dont le corps est sectionné ici. Au fond de cette coupe ainsi délimitée va donc apparaître le diaphragme tel que nous pouvons le voir sur une vue supérieure, ce qui permet d'étudier ce muscle dans son ensemble. Vu dans son ensemble, le diaphragme thoraco-abdominal va donc contenir une partie centrale que l'on appellera le centre tendineux du diaphragme, centre tendineux du diaphragme qui
que l'on appelle parfois aussi le centre phrénique, c'est la même chose, c'est synonyme. Centre tendineux qui constitue donc une masse tendineuse centrale vers laquelle vont converger les fibres charnues, c'est-à-dire les fibres contractiles, qui elles vont prendre leur insertion sur tout le pourtour inférieur de la cage thoracique et qui vont donc définir le nom de chaque partie du diaphragme. Ce centre tendineux du diaphragme constitue donc la partie qui est située au sommet de cette coupole que forme le diaphragme thoraco-abdominal, et prise dans son ensemble, eh bien, cette portion tendineuse va s'inscrire dans la forme d'un trèfle à 3 feuilles, on dira plus précisément à 3 folioles. On définit ainsi pour ce centre tendineux une foliole antérieure, une foliole droite et une foliole gauche. Ce centre tendineux est constitué de fibres tendineuses qui sont marquées qui définissent un premier faisceau tendu de fibres tendues entre la foliole antérieure et la foliole droite, et d'un deuxième faisceau de fibres tendues entre la foliole droite et la foliole gauche. Dans l'entrecroisement de ces faisceaux de fibres qui vont constituer l'armature du centre tendineux du diaphragme, apparaît à la jonction entre la foliole antérieure et la foliole droite un orifice. C'est l'orifice ou hiatus de la veine cave inférieure, hiatus de la veine cave inférieure. Je représente donc ici la veine cave inférieure, qui arrive de la région rétropéritonéale et qui traverse le centre tendineux du diaphragme pour venir se jeter très rapidement au pôle inférieur de l'atrium droit où la veine cave inférieure se termine. Vers le centre tendineux du diaphragme vont converger les fibres charnues qui s'insèrent sur le pourtour inférieur de la cage thoracique et qui vont donc, après une insertion osseuse ou cartilagineuse, venir se terminer sur le centre phrénique. Ces fibres charnues, que je représente ici, vont définir vont définir tout autour du diaphragme les 3 portions de ce muscle qui vont prendre leur nom de la partie de la cage thoracique où elle s'insère. Ainsi, en avant, va exister la portion sternale du diaphragme. Cette portion sternale est constituée d'un faisceau de fibres qui vient s'insérer sur le processus xiphoïde du diaphragme et qui vont se porter vers l'arrière et vers le haut pour venir se terminer sur la partie antérieure de la foliole antérieure du diaphragme. Ces fibres charnues vont délimiter des espaces qui vont constituer des points de faiblesse de la paroi du diaphragme. Ces points de faiblesse vont constituer donc des endroits où des hernies vont pouvoir se former. Ce sont des hernies diaphragmatiques. Vous avez ainsi sur la ligne médiane, ici, un premier point de faiblesse médian, et vous avez latéralement, de part et d'autre de la portion sternale du diaphragme, à la jonction entre sa portion sternale et sa portion costale, un point de faiblesse, un hiatus sternocostal, plus fréquemment l'objet de
hernie diaphragmatique. Ce sont les hernies de la fente sternocostale du diaphragme qui a été décrite par le chirurgien Larrey. On parlait autrefois de la fente de Larrey, et donc les hernies, c'est-à-dire le contenu abdominal qui va faire issue dans le thorax à travers cet espace, eh bien, porte le nom de hernie de la fente sternocostale ou fente de Larrey. Latéralement par rapport à la portion costale, la portion sternale, pardon, la portion costale du diaphragme va venir s'insérer sur le rebord chondrocostal, sur la 12e côte, et va venir se fixer sur le ligament arqué latéral que nous allons redéfinir dans un instant et qui est tendu entre le processus transverse de L1 et l'extrémité de la 12e côte. Cette portion costale de chaque côté représente la portion la plus étendue de ce muscle et va vers l'arrière être séparée de la portion lombaire ou lombale du diaphragme par une fente lombo-costale permettant qui porte le nom de deux chirurgiens qui se sont intéressés à ce point de faiblesse que représente le diaphragme thoraco-abdominal, point possible de hernie à cet endroit. Ces deux personnes étaient Henle et Bosch-Dalek. C'est la raison pour laquelle vous pouvez entendre parler de hernie, de la fente de Henle ou de la fente de Bosch-Dalek. Il s'agit effectivement de hernie qui s'immiscent entre la portion costale latéralement et la portion lombale ou vertébrale médialement. Enfin, la portion vertébrale, la portion lombale du diaphragme, est une portion qui va prendre son origine, va prendre son attache au niveau de la colonne vertébrale lombale, c'est-à-dire globalement sur les 3 premières vertèbres lombales. Contrairement aux portions costales et sternales qui sont plus horizontales, la portion lombale est quasiment verticale et c'est la raison pour laquelle cette portion est très mal examinable sur une vue supérieure du diaphragme thoraco-abdominal. Pour pouvoir détailler la portion lombaire ou vertébrale du diaphragme, il convient de réaliser une vue antérieure de ce muscle, en réalité, vue antéro-inférieure, qui va donc à présent nous permettre de détailler les piliers du diaphragme. Pour réaliser cette vue, nous allons placer une vue antérieure orientée crânialement et vers la gauche, que l'on va bien sûr centrer sur la portion lombale et la partie toute postérieure de la portion costale du diaphragme. Et pour mettre en place cette portion, nous allons placer des éléments distaux de la colonne thoracique, avec en particulier les vertèbres TH10, 11 et 12, et les premières vertèbres lombales, L1, L2, L3 et éventuellement ici L4 pour mémoire. Avec les vertèbres TH11 et TH12, nous allons placer les 2 dernières paires de côtes, ici la 11e côte, 11e paire de côtes, ici la 12e côte. Ces côtes sont très atrophiques et rappelez-vous ce que nous avons dit la dernière fois, les côtes numéro 11 et 12 représentent ce que l'on appelle les côtes flottantes, dans la mesure où le cartilage qui se situe à leur extrémité, au niveau de leur pointe, ne rejoint pas le cartilage de la côte sous-jacente.
Par en dessous, nous reconnaissons les vertèbres L1, L2, dont nous plaçons les processus transverses qui, compte tenu de la courbure de la lordose lombaire, apparaissent orientés plutôt vers le bas. L3, troisième vertèbre lombaire, qui représente le sommet de la lordose lombaire et dont le processus transverse est horizontal, et L4 qui correspond à la partie inférieure de la lordose lombaire et dont le processus transverse apparaît légèrement ascendant. Vers l'arrière, le diaphragme, la portion vertébrale ou portion lombaire du diaphragme, va prendre son insertion sur la partie postérieure donc de la paroi du tronc, sur le rachis thoracolombaire, par l'intermédiaire de structures fibreuses remarquables. La première d'entre elles va constituer une arcade fibreuse qui passe en pont en avant de la 12e vertèbre thoracique. Elle n'est pas collée sur la 12e vertèbre thoracique, elle passe légèrement à distance, venant constituer ce que l'on appelle le ligament arqué médian. Ligament arqué médian. Ce ligament arqué médian forme avec TH12 un espace livrant passage à l'aorte thoracique qui devient aorte abdominale. J'en place ici un tout petit segment. Cet espace, vous l'avez reconnu, c'est l'hiatus aortique du diaphragme qui va voir immédiatement en dessous de lui émerger la première grosse artère collatérale viscérale de l'aorte que je sectionne ici à son origine, c'est le tronc cœliaque et qui va de chaque côté au même niveau que le tronc cœliaque, on les replacera tout à l'heure également, va voir deux artères pariétales assez volumineuses se détacher de l'aorte abdominale, ce sont les artères phréniques inférieures. En arrière de l'aorte, au niveau de l'hiatus aortique, va se placer la citerne du Schill qui marque la naissance du conduit thoracique. Le ligament arqué médian se prolonge vers le bas, formant les deux piliers droit et gauche du diaphragme. Le pilier droit s'insère sur les faces antérolatérales des vertèbres lombaires L1, L2 et L3. Il est donc un peu plus long que le pilier gauche qui, lui, va donc prolonger vers la gauche ce ligament arqué médian et va s'insérer aux faces antérolatérales des vertèbres lombales ou lombaires L1 et L2. Si l'on place vers le haut, ici, le bord postérieur du centre tendineux du diaphragme, eh bien, on va pouvoir à présent placer les fibres charnues qui se détachent de ces structures fibreuses, formant donc le pilier droit du diaphragme, constitué de fibres charnues qui se portent verticalement vers le haut, vers l'avant, et qui vont rejoindre le bord postérieur du centre phrénique. Ces fibres charnues étant très verticales, vous comprenez mieux pourquoi il est plus aisé de les détailler sur une vue antérieure que sur une vue supérieure de ce muscle. La partie la plus à gauche des fibres charnues issues du pilier droit du diaphragme vont, pour certaines d'entre elles, venir constituer ou venir présenter un phénomène d'enroulement, formant ainsi une sorte de lasso musculaire venant constituer
habituellement en regard de la 10e vertèbre thoracique et légèrement décalé vers la gauche, un orifice musculaire contractile, au contraire du hiatus aortique qui lui n'est pas contractile. Cet orifice, c'est l'orifice c'est le hiatus œsophagien du diaphragme, hiatus œsophagien par lequel l'œsophage va traverser le diaphragme thoraco-abdominal. L'œsophage thoracique traverse le diaphragme thoraco-abdominal et devient alors œsophage abdominal très court qui va, après un trajet d'environ 2 cm, venir rejoindre l'estomac. L'œsophage traverse le diaphragme au niveau de l'hiatus œsophagien et accompagné par 2 nerfs qui sont les troncs vagaux, antérieurs ici et postérieurs en arrière, troncs vagaux antérieurs et postérieurs. Le tronc vagal antérieur se plaçant dans la prolongation du nerf vague gauche, alors que le tronc vagal postérieur se place dans la prolongation du nerf vague droit. Ce dispositif musculaire arciforme participe à un système anti-reflux de l'estomac vers l'œsophage. En effet, lorsque, lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte et va donc s'abaisser, il appuie sur l'estomac et ce système de fibres arquées qui vont donc se contracter en même temps que la contraction du diaphragme va comprimer la jonction entre la partie thoracique et la partie abdominale de l'œsophage, ce qui empêche le reflux de contenu gastrique vers l'œsophage. Ce dispositif participe à ce que l'on appelle le sphincter inférieur de l'œsophage, et lorsqu'il existe des hernies de l'œsophage à travers l'hiatus œsophagien, ce que l'on appelle des hernies hiatales, eh bien, ce dispositif est interrompu et un reflux gastro-œsophagien peut alors survenir. Les hernies hiatales ne sont bien sûr pas les seules causes de reflux gastro-œsophagien. Enfin, le pilier gauche va, quant à lui, être également constitué de fibres charnues qui vont venir rejoindre le bord postérieur du centre tendineux du diaphragme à partir donc du pilier gauche. Petite remarque d'anatomie vétérinaire, les piliers du diaphragme chez le bœuf constituent ce que vous appelez l'onglet et qui fait partie des parties comestibles de ces animaux de consommation alimentaire. Au-delà des piliers droit et gauche du diaphragme, la partie lombaire ou lombale du diaphragme va s'insérer sur le ligament arqué médial. Le ligament arqué médial constitue ici une arcade fibreuse qui relie le corps, le pilier de chaque côté du diaphragme à l'extrémité du processus transverse de la première vertèbre lombaire. Ce ligament arqué médial passe en pont au-dessus du muscle psoas, que je représente ici,
en partie, et va donc constituer ce que l'on appelle l'arcade du muscle psoas. De chaque côté de ce ligament arqué médial vont émerger des fibres charnues se portant vers le haut et vers l'avant, donc dans un sens vertical, et vont donc venir rejoindre la partie postérieure du centre phrénique. Ces deux portions de chaque côté, les piliers et la portion se détachant de chaque côté du ligament arqué médial, constituent stricto sensu la portion vertébrale ou portion lombale du diaphragme. Latéralement par rapport à cette portion, le ligament arqué médial se prolonge par un ligament arqué latéral qui est tendu entre l'extrémité du processus transverse de L1 et la pointe de la 12e côte, ligament arqué latéral qui passe en pont au-dessus du muscle carré des lombes. C'est pourquoi on parle également d'arcade du muscle carré des lombes. Arcade du muscle carré des lombes. Ce ligament arqué latéral de chaque côté va donner naissance à des fibres charnues qui vont venir rejoindre le centre tendineux dans le cadre de la portion costale du diaphragme thoraco-abdominal, car effectivement, au-delà du ligament arqué médial, eh bien, la portion lombale se prolonge par la portion costale. Je vous replace ici, j'insiste dessus avec la craie, cet interstice qui va se constituer entre la portion lombale et la portion costale du diaphragme, formant la fente lombo-costale, ou fente de Henle, ou fente de Bojdelek, à travers laquelle peuvent se réaliser des hernies à travers le diaphragme. Le diaphragme, on l'a ainsi vu, va être donc traversé par plusieurs types d'éléments. Vous avez entre les piliers droit et gauche l'aorte thoracique qui devient aorte abdominale et qui immédiatement en dessous du diaphragme donne le tronc cœliaque et les artères phréniques inférieures, je les place ici, artères phréniques inférieures, droite et gauche, qui vont participer à la vascularisation de ce muscle. Avec dans le hiatus aortique du diaphragme, donc avec l'aorte, eh bien, va cheminer le conduit thoracique prolongeant la citerne du Schill, que je vous place ici en arrière de l'aorte. Ainsi, en arrière de l'aorte au niveau de l'hiatus aortique, vont passer les structures lymphatiques drainant toute la lymphe sous-diaphragmatique du corps. Le deuxième point important de passage du diaphragme thoraco-abdominal est représenté par l'hiatus œsophagien, livrant passage à l'œsophage thoracique qui devient œsophage abdominal, accompagné des deux troncs vagaux antérieurs et postérieurs. Le troisième grand élément de passage est l'hiatus de la veine cave inférieure qui va, lui, traverser le centre tendineux du diaphragme. Par ailleurs, le diaphragme thoraco-abdominal va être traversé par d'autres éléments. Il s'agit en particulier de au niveau de la portion lombale du diaphragme, de chaque côté 3 nerfs splanchniques, grand splanchnique, petit splanchnique et splanchnique accessoire, qui apportent l'innervation végétative sympathique pour les viscères thoraco-abdominaux pelviens. Il s'agit, avec le muscle psoas, de la chaîne sympathique latéro-vertébrale, je vais le représenter ici,
qui donc est constitué de ganglions sympathiques latéraux vertébraux réunis par une chaîne, par des rameaux interganglionnaires, ces éléments étant des relais du système sympathique abdominaux-pelvien. Et nous allons également avoir, en passant sous le ligament arqué médial, la veine lombale ascendante qui va participer avec la 12e veine intercostale postérieure à la constitution du système azygos, qui constitue un système de drainage veineux de la paroi du tronc. Bien, donc nous avons ainsi défini le diaphragme par ses origines, ces trois faisceaux, le trajet convergent de ces fibres vers le centre tendineux du diaphragme. Nous allons, dans un deuxième temps, définir maintenant les rapports du diaphragme thoraco-abdominal et en particulier les rapports du diaphragme avec ce qui va se placer au-dessus de lui, c'est-à-dire le contenu du thorax, médiastin au centre et gouttière pleuropulmonaire latéralement. Nous allons pour cela réaliser une vue antérieure orientée crânialement et vers la gauche, et cette vue antérieure doit être envisagée, doit être comprise en ayant réalisé une section antéro-postérieure de la paroi du thorax et en ayant retiré toute la paroi thoracique antérieure, ce qui permet donc d'exposer le contenu de la cavité thoracique. Nous allons donc présenter au niveau des éléments de paroi les sections ici des côtes, sections des côtes perpendiculairement à leur grand axe, laissant donc apparaître cette forme triangulaire caractéristique avec le sillon subcostal où va se placer le pédicule intercostal. Cette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va mettre 10 côtes de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, la section des côtes va permettre donc de limiter latéralement cet espace. Vers le haut se place l'orifice supérieur du thorax, par l'intermédiaire duquel le thorax va communiquer avec la région cervicale, et vers le bas, eh bien, nous allons placer la limite entre la paroi, entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. Il s'agit bien du diaphragme thoraco-abdominal, dont nous voyons ici la coupole droite, la coupole gauche, le centre tendineux du diaphragme, et nous allons en réalité présenter ce centre tendineux du diaphragme avec sa foliole antérieure, sa foliole droite et sa foliole gauche, ce qui va nous permettre de placer maintenant la section antérieure ici de ce muscle. Nous allons le représenter avec un peu de perspective. Et donc, les fibres charnues qui vont constituer le diaphragme thoraco-abdominal avec la portion costale en avant, puis sternale en avant, puis sa portion costale latéralement, la portion lombaire étant située en arrière. Nous avons ainsi sous le diaphragme thoraco-abdominal les éléments de l'étage supramésocolique de l'abdomen. Nous ne les remettrons pas en place sur cette vue antérieure. Et au-dessus, nous allons donc placer les rapports supérieurs du diaphragme avec les éléments de la cavité thoracique. Ces éléments, nous y reviendrons évidemment dans les différents cours sur le thorax,
Ceux-ci sont représentés au centre par la trachée qui, en regard de la 5e vertèbre thoracique, TH5, se bifurque pour donner les deux bronches principales, droite et gauche. Au flanc droit de la trachée se placera un volumineux vaisseau du thorax, c'est la veine cave supérieure. Veine cave supérieure qui naît de la réunion de deux veine brachiocéphalique droite et gauche. Chaque veine brachiocéphalique naissant elle-même de la réunion de la veine jugulaire interne et de la veine subclavière. La veine jugulaire interne drainant le sang veineux de la moitié correspondante de la tête et du cou, la veine subclavière drainant le sang veineux du membre supérieur. Les deux veines brachiocéphaliques n'ont pas la même orientation. Effectivement, la veine brachiocéphalique droite est plus courte et plus verticale que la veine brachiocéphalique gauche qui apparaît plus longue et plus oblique. La veine cave supérieure se porte vers le bas et vers l'arrière légèrement pour venir, sous la bifurcation trachéale, se jeter dans le pôle supérieur de l'atrium droit du cœur que nous représentons ainsi et que donc le cœur et que nous bien sûr reverrons dans les cours suivants sur le contenu du thorax. À gauche de la veine cave supérieure va venir se placer l'aorte thoracique qui naît du ventricule gauche et qui va présenter un premier segment ascendant, donc oblique vers l'avant et vers la droite. C'est l'aorte thoracique ascendante qui va se prolonger par la crosse de l'aorte ou arc aortique, donnant naissance à trois artères collatérales que sont de la droite vers la gauche le tronc brachiocéphalique qui naît en avant du milieu de la trachée et qui, un peu plus haut, en regard de l'articulation sternoclaviculaire, va se diviser en artère subclavière droite et artère carotide commune droite, respectivement, pour le membre supérieur droit et la moitié droite de la tête et du cou. Puis, l'aorte thoracique horizontale, l'arc aortique, donnera successivement l'artère carotide commune gauche, et pour la moitié gauche de la tête et du cou, puis l'artère subclavière gauche, que nous plaçons ici, pour le membre supérieur gauche. Au-delà de la naissance de la subclavière gauche, eh bien, l'aorte va passer dans le médiastin, postérieur, va devenir aorte thoracique descendante, elle va disparaître derrière un dernier élément que nous allons mettre en place ici dans ce médiastin inférieur, pour devenir donc aorte thoracique descendante. Enfin, tout à fait à gauche de ces éléments, va venir se placer ici le tronc pulmonaire qui va se diviser en une artère pulmonaire droite et une artère pulmonaire gauche, une pour chaque poumon. L'artère pulmonaire droite passe en arrière de l'aorte ascendante, puis en arrière de la veine cave inférieure pour venir
se retrouver ici du côté droit, en avant de la bronche principale droite, et venir s'engager dans le île pulmonaire droit. L'artère pulmonaire gauche, elle, nous allons la sectionner ici, vient se placer au-dessus de la bronche principale gauche et va gagner le île pulmonaire gauche. En arrière de la trachée, tout à fait en arrière dans le médiastin, l'œsophage que nous plaçons, qui est un élément tout à fait postérieur qui se place entre la trachée et la colonne cervicale. La colonne thoracique, colonne vertébrale. Du côté gauche, nous allons retirer le poumon. Du côté droit, nous allons placer le poumon droit. Poumon droit dont le bord antérieur apparaît ici récliné vers l'avant, de façon à pouvoir faire apparaître la face médiane, donc on le récline vers l'avant avec un écarteur comme ceci, ce qui permet de faire apparaître la face médiale du poumon droit, marquée par le île pulmonaire, que je marque ici, qui correspond à l'endroit par lequel les éléments vasculaires, bronchiques, etc., vont relier le poumon et le médiastin. Le poumon apparaît engainé dans une séreuse qui est la plèvre, avec un feuillet pariétal qui recouvre la face profonde de la paroi thoracique, un feuillet viscéral qui recouvre le parenchyme pulmonaire et une ligne de réflexion constituant donc une sorte de méso, un peu comme dans le tube digestif qui met ces deux feuillets en continuité. Cette vue antérieure des rapports supérieurs du diaphragme, eh bien, va nous permettre maintenant de placer de chaque côté les principaux nerfs qui vont commander la contraction du diaphragme. En effet, la contraction du diaphragme est permise de chaque côté par les nerfs phréniques. Nerfs phréniques, droit et gauche, sont les deux nerfs moteurs de ce muscle. Ce sont des nerfs qui sont issus du plexus cervical, nerfs issus du plexus cervical, et plus précisément des rameaux, des ventraux des nerfs spinaux C3, surtout C4 et un peu C5, qui dans le cou accompagnent le muscle scalène antérieur, qui traverse l'orifice supérieur du thorax, puis qui vont longer le bord latéral du médiastin pour venir rejoindre de chaque côté la coupole diaphragmatique correspondante. Ainsi, le nerf phrénique droit innervera du plan moteur la coupole diaphragmatique droite, le nerf phrénique gauche innervera la coupole diaphragmatique gauche. L'innervation du diaphragme est également assurée sur le plan sensitif, je vais le représenter comme ceci, par les 6 derniers nerfs intercostaux qui vont recueillir les informations proprioceptives, donc les informations sensitives mécaniques du diaphragme, ceci étant particulièrement intéressant pour la régulation du caractère automatique de la respiration. Pourquoi le diaphragme tient-il son innervation de nerfs qui proviennent de la région cervicale? Eh bien, tout simplement parce que lors de l'embryogénèse, le diaphragme apparaît dans la région cervicale et lorsque l'ébauche cardiaque se constitue lors de l'embryogénèse, eh bien, cette ébauche cardiaque va entraîner avec elle le diaphragme qui va se distaliser
chez l'embryon. Et cette descente du diaphragme de la région du cou vers la région thoraco-abdominale s'accompagne d'un étirement de ces nerfs moteurs qui gardent leur origine cervicale. Donc là, cette innervation du diaphragme est un vestige de son origine embryologique. Lorsque nous respirons, quelle est la mécanique ventilatoire? Alors, le muscle, le diaphragme, se comporte comme un soufflet et la contraction du diaphragme va permettre l'ampliation thoracique et donc la circulation d'air au niveau de l'arbre trachéobronchique. Comment cela se passe-t-il? Soit un thorax représenté ici en vue antérieure, avec de façon schématique le diaphragme ici en position de repos, c'est-à-dire en position expiratoire. Lorsque vous inspirez, le diaphragme se contracte. Et lorsque le diaphragme se contracte, il s'abaisse, puisque son point fixe se situe au niveau du pourtour inférieur de la cage thoracique et dans la mesure où lorsqu'un muscle se contracte, il raccourcit, la définition d'une contraction musculaire. Lorsque le diaphragme s'abaisse, c'est-à-dire que lorsque le centre phrénique s'abaisse, il va s'appuyer sur les viscères de l'abdomen et donc la pression intra-abdominale va augmenter, ce qui va pousser de façon circonférentielle sur la paroi du thorax. Et par conséquent, cette pression qui va s'exercer sur les côtes va permettre un mouvement des côtes au niveau des articulations de la tête costale et des articulations costo-transversaires. Les côtes vont s'écarter. Nous allons donc avoir un mécanisme d'ampliation du thorax que l'on peut schématiser comme ceci, avec un diaphragme représenté ici en position abaissée. Cette ampliation thoracique va créer un appel d'air dans la trachée et dans les bronches, et cet appel d'air est notamment lié à la pression négative qui règne au niveau de la cavité pleurale. Nous y reviendrons. Donc, le phénomène d'inspiration est un phénomène actif. L'inspiration est un phénomène actif lié à la contraction du diaphragme qui appuie sur les viscères de l'abdomen, qui pousse sur les côtes, ce qui entraîne une augmentation du volume de la cage thoracique. L'expiration est un phénomène passif, c'est-à-dire que la décontraction du diaphragme entraîne, par un effet élastique des tissus, un retour à la normale. Si le diaphragme thoraco-abdominal est le principal muscle inspirateur, il existe également des muscles inspirateurs accessoires, tels que par exemple les muscles intercostaux ou encore les muscles scalènes, muscles qui sont recrutés lors de difficultés respiratoires, lors de certaines dyspnées, ce que l'on appelle en clinique un phénomène de tirage. Vous avez tous remarqué que la respiration est un phénomène automatique. Vous respirez de manière régulière, et ceci sans vous en rendre compte. Comment ce mécanisme est-il possible? Eh bien, ce mécanisme est rendu possible tout simplement car il existe au niveau du système nerveux central un groupe de neurones constituant un système qu'on appelle un système de neurones pacemaker permettant le caractère automatique de la ventilation. Si l'on représente ici une vue antérieure du système nerveux central, vue schématique, avec donc le tronc cérébral représenté donc par le mésencéphale, le pont avec le cervelet qui se situe latéralement ici, on reconnaît avec ses lamelles, et la moelle allongée
en dessous qui se prolonge par la moelle spinale, que nous sectionnons à cet endroit-là. Et si nous sectionnons ici les pédoncules cérébelleux, nous placerons simplement pour mémoire ici le cerveau dont on verrait la face antérieure. Imaginez que nous avons une vue antéro-inférieure du système nerveux central. Bien, le nerf phrénique, de chaque côté, naît de motoneurones qui sont situés au niveau des cornes ventrales de la moelle spinale cervicale, niveau médulaire, C3, C4 et C5. Ces motoneurones constituent des neurones qui, lorsqu'ils se dépolarisent, vont contrôler la plaque motrice et donc vont entraîner la contraction du diaphragme. C'est le même principe que les voies de la motricité générale. Ce centre, ce noyau du nerf phrénique, donc C3 à C5, avec comme racine principale C4, va être sous le contrôle d'un groupe de neurones qui se situe au niveau de la moelle allongée, ici. Et ce groupe de neurones, alors si on veut détailler les choses, il existe un noyau antérieur, un noyau postérieur, à la limite peu importe. Ce groupe de neurones constitue ce que l'on appelle le noyau pacemaker. Le pacemaker, vous savez, c'est la sorte de pile artificielle que l'on implante à des patients présentant des troubles du rythme cardiaque. Eh bien, c'est un peu le même principe. Ces neurones vont avoir une connexion avec les motoneurones des nerfs phréniques, et ces neurones qui constituent les noyaux de la moelle allongée ont la propriété d'avoir des activités de dépolarisation régulières, imprimant une activité électrique automatique régulière d'à peu près 40 à 60 par minute, permettant donc l'activité automatique inconsciente de la respiration. Vous respirez de façon régulière sans vous en rendre compte. Alors, plusieurs facteurs vont permettre de moduler le rythme ventilatoire automatique en l'augmentant ou en le diminuant. Un premier mécanisme est un mécanisme chimique, et notamment le pH sanguin et la concentration sanguine en CO2, ce que l'on appelle la PaCO2, par l'intermédiaire de chémorécepteurs, vont agir sur ce noyau pacemaker, permettant d'activer, donc d'augmenter ou de diminuer la fréquence respiratoire. Si la PCO2 augmente, la concentration en CO2 augmente dans le sang, vous allez respirer plus pour augmenter l'hématose et augmenter l'oxygénation du sang et l'élimination du CO2, et inversement. Pareil pour le pH. Un deuxième élément est un deuxième mécanisme de contrôle, est un mécanisme proprioceptif. Cette proprioception, c'est la sensibilité profonde, mécanique, articulaire, musculaire, osseuse, et elle vient en particulier de l'innervation phrénique par les derniers nerfs intercostaux qui recueillent l'innervation sensitive du diaphragme, et selon les contraintes mécaniques s'exerçant sur cet appareil respiratoire moteur, eh bien la fréquence respiratoire va pouvoir être modulée. Enfin, un dernier élément qui va participer à la régulation, eh bien, ce sont des éléments supra-pontiques, notamment corticaux. C'est l'aspect volontaire de la respiration, l'aspect conscient, en quelque sorte, de la respiration. Il vous est possible, par le biais de la volonté, c'est-à-dire de votre cortex cérébral, d'influencer sur
d'influer sur la fréquence respiratoire. Vous pouvez de façon volontaire respirer plus vite ou plus lentement. Ce mécanisme respiratoire tient du contrôle des structures nerveuses centrales situées au-dessus du tronc cérébral sur ce noyau pacemaker et sur le noyau moteur du nerf phrénique, motoneurone des cornes ventrales de la moelle spinale, niveau C3 à C5. Donc pour conclure, le diaphragme thoraco-abdominal cloisonne la cavité thoracique, la cavité abdominale. C'est un muscle strié, volontaire, muscle inspirateur principal moteur de la respiration. Ce muscle présente un faisceau antérieur sternal, un faisceau latéral costal et un faisceau postérieur vertébrale ou lombaire et une terminaison sur le centre tendineux du diaphragme. L'innervation du diaphragme sur le plan moteur procède des deux nerfs phréniques droit et gauche issus de la moelle cervicale et sur le plan sensitif des 6 derniers nerfs intercostaux de chaque côté. Lorsque le diaphragme se contracte, il s'abaisse, poussant sur les viscères abdominaux qui vont provoquer un écartement des côtes, ce qui provoque une augmentation du volume de la cage thoracique et donc un appel d'air, le mécanisme d'expiration étant un retour passif à la normale du fait de l'élasticité des tissus. Avec ce cours sur le diaphragme, j'en ai fini sur les éléments de paroi de la cavité thoracique. Les prochains cours seront consacrés à l'étude des organes situés au sein de la cavité thoracique. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée.